Donc Bénédicte Fumet est une activiste infatigable. Là, elle revient toute fraîche, ou peut-être pas très fraîche, mais elle revient de Venise, où elle a fait un marathon extraordinaire pour une association qui s'appelle SUMUS, dont elle vous parlera peut-être, en lien avec l'économie régénérative. Bénédicte s'implique depuis des années dans la transformation et l'évolution de la société. À ce titre, elle a fondé et copiloté une dizaine d'associations dans les domaines de l'économie au service du vivant, de l'éducation, de la communication interespèces et la santé intégrative. Son chemin de vie l'a conduit à intégrer l'invisible et le subtil dans sa vision du monde et dans son rapport à elle-même, à la nature et aux autres. Bénédicte est très impliquée aujourd'hui dans l'association SUMUS, véritable laboratoire du vivant basé à Venise, au service des générations futures. Elle porte aussi le projet visionnaire des Gaia Healing Center, c'est-à-dire des lieux de vie, de santé et de transformation grâce à la nature. Et notamment, elle a écrit la préface du livre « L'intelligence émotionnelle des plantes » de M. Clive Baxter, un livre dont elle va vous parler également, et qui est aussi en vente, qui sera en vente après le colloque à la table des livres. Voilà. Alors, je dois vous prévenir que malheureusement, nous n'avons que 2 copies de ce livre-là, et donc on va le mettre aux enchères. On verra jusqu'à où on arrive à aller. Voilà. Donc, Bénédicte, je vais commencer comme ça, on va dire a cappella, et puis si jamais ça veut bien marcher, on vous le reconnectera. Et puis sur certains slides, j'essaierai de vous le tourner quand même, parce qu'il y a des choses assez visuelles. C'est pour ça que la plupart du temps, j'ai pas tellement de slides, mais là pour une fois j'en avais, parce que c'était un domaine qui s'y prêtait un petit peu plus. De fait, alors, moi je vais vous parler de l'intelligence sensible du vivant et des travaux de Clive Baxter. Déjà, est-ce que quelqu'un connaît ce nom? Bon, on doit en avoir quelques-uns devant, mais non. Bon, pas étonnant, pas étonnant. Et pourtant, ça commence à se préciser. Clive Baxter, en fait déjà comment je suis arrivée là, bon il a fait une petite intro, mais c'est une grande histoire d'amitié, parce que Clive Baxter, et vous allez savoir qui c'est et ce qu'il a fait, était très ami avec Francie Prose, parce que lui-même était assez introverti, il n'était pas un super communicant, il faisait des conférences, mais bon, de nature, c'était pas un grand extra relationnel. Et elle trouvait que justement ce qu'il faisait était tellement important qu'elle a voulu rédiger en fait et synthétiser l'ensemble de toutes les expériences, et je vais vous en parler que de certaines, mais c'est énorme le travail qu'il a abattu tout au long de sa vie. Et donc elle a rédigé le premier livre dans les années 70 qui s'appelait Primary Perception, la perception primaire. Et puis l'aventure a continué, c'est qu'en 2007, ma très grande amie, Michel Choquet, l'a rencontrée en 2007 à Santa Fe, au cours d'un colloque qui s'appelait justement Science et conscience. Et elle a été tellement touchée, tellement émue par ce qu'elle avait découvert, qu'elle s'est dit j'ai pas le droit de laisser tout cela au fond d'un placard. Donc elle est allée le voir, elle s'est liée d'amitié avec ce petit groupe, elle a traduit le livre, et puis par contre elle était de Montréal, elle n'avait pas le réseau pour le faire paraître, parce qu'en plus dans les années 2007 c'était encore assez pas facile d'en parler de tout cela. Donc elle a gardé cela précieusement, et puis en 2009 on s'est connus, et la première chose qu'elle a fait quand on s'est connus, c'est de me confier le bébé en me disant là j'ai un truc, c'est vraiment trop énorme et tu vas adorer. Et c'est vrai que moi-même, ça a été contagieux, j'ai été moi-même très émue, et d'autant plus qu'elle me l'a donné donc en 2010, et en 2009, j'avais vécu ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente, et donc j'avais eu la joie
de toucher cette conscience élargie, de toucher cette unité de tout le vivant, de pouvoir être moi et d'être tout, et de pouvoir ressentir ce qu'était l'arbre, la fleur, la bactérie, tout. J'étais tout et moi et rien, et tout. Donc je me suis dit, mais c'est merveilleux de pouvoir avoir des études scientifiques qui peuvent un tout petit peu expliquer ce phénomène d'unité de tout le vivant dans l'univers. Je me suis dit, allez, là j'ai un bel outil, je vais prendre mon bâton de pèlerin, et donc je suis allée voir le Très Daniel en France pour faire paraître ce livre qui paraît en août 2014. Bon, toujours pas, c'est pas grave. Et là, c'est là que commence le Cluedo, août 2014. Et Cliff Baxter, son plus grand plaisir, enfin en tout cas son plus grand bonheur, il vieillissait, c'était justement que ce livre paraisse au pays de Descartes, parce que les pays francophones avaient été les pays les plus durs avec ces expériences. Je vous laisse encore beaucoup de suspense parce que je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'était. Et pays de Descartes, très compliqué de faire passer des données dites irrationnelles, puisque sortant de la plupart de... Ah, alors, on va peut-être avoir plus. Bon, tant pis, vous n'aurez pas eu les premières photos. Le que? Ah oui, on va avoir une deuxième catastrophe en chaîne. Alors, Cliff, c'est qui? Bon, toujours pas. Mais là, ce coup-ci, il faut appuyer sur les appels. De la CIA, et entre autres dans le polygraphe. Et le polygraphe, c'est quoi? C'est le détecteur de mensonges. Et un détecteur de mensonges, ça fonctionne comment? Eh bien, quand une personne, on lui met des électrodes sur le bout des doigts et on lui demande quelque chose, et s'il ment, qu'est-ce qui se passe? Il est en désalignement, ça crée un stress, multitude de réactions en chaîne, et au final, je vous passe toutes les réactions, mais au final, eh bien, il y a une petite augmentation de la sudation, de la chaleur et de la sudation, et le traceur qui est relié en fait aux électrodes se met à faire des très très grandes variations, oscillations. C'est ce que j'essaierai de vous montrer sur le PC si j'y arrive tout à l'heure. Et donc, Cliff, c'était un passionnant, un travailloman, comme on pourrait dire en psychologie, et lui, son truc, c'était d'améliorer tout le temps le polygraphe. Et il avait monté l'école de polygraphie, il a carrément monté la fondation sur le polygraphe, voilà, passionné. Et donc, il s'est dit, tiens, pour améliorer encore mon polygraphe, étant donné que les plantes, quand on leur met de l'eau, ça passe tout de suite dans les feuilles, etc., qu'il y a quand même quelque chose autour de l'eau vis-à-vis du détecteur, je vais arroser une plante, puis on verra bien ce que ça fait. Peut-être que je vais avoir des informations pour améliorer toujours mon polygraphe. Bon, il met l'eau, mais ça fait pas du tout, ça fait rien de particulier. Par contre, c'est là où la vie a basculé pour lui. Il met l'eau dans la plante, mais surtout, il aime l'idée, plus que l'idée, il a l'idée saugrenue sur sa plante, sur son dracénia, de brûler une feuille. Et pourtant, il aimait sa plante, hein. Mais ça lui, il va le faire. Il fume pas, il se dit bon, j'ai pas d'allumette sur moi. Il part dans le bureau de son assistante, et là, il tombe complètement ébahi. Le graphe avait capturé un stress absolument incroyable de la plante. Il se dit mais là c'est pas possible. Il n'y a pas d'humain qui est au bord, enfin qui est connecté avec mon polygraphe. Il n'y a que la plante. En plus, je lui ai rien fait. J'ai juste eu l'idée, j'allais le faire, mais je ne lui ai rien fait. Donc là, il se dit là, il y a un truc de fou là, dans cette histoire. Il retourne, la plante était bien connectée, et le graphe a bien mentionné le stress. Donc là, c'est vrai que je l'ai en photo, mais je ne peux pas vous le montrer. Ah non, c'est en plus pas les bons trucs. Mais je vais quand même essayer de vous le tourner. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Enfin, tout est sur Internet. Mais là, vous
vous avez, au moment où il a l'idée, en fait, de brûler la plante, ça fait un énorme pic. Exactement comme quelqu'un qui est en train de mentir. Donc là, il s'est dit, je suis sur un truc énorme. Et en plus, il y retourne après pour la brûler. Et il va voir, et il n'y a strictement rien. Donc c'est quand il a eu l'idée de la brûler et pas quand il l'a fait. Donc là, ça sera dans les constats que je vous donnerai à la fin. Donc après, ben, c'est ce qu'il dit, le 2 février 1966, sa vie a basculé, parce qu'il s'est dit, là j'ai entre les mains, j'ai découvert quelque chose, c'est juste pas possible. Les plantes, cette plante a eu la capacité d'aller chercher dans ma tête ce que j'allais faire et d'être en stress. Donc après, il a passé sa vie, et quand je dis sa vie, c'est vraiment jusqu'à son dernier jour, 89 ans, à essayer de comprendre quels étaient tous les facteurs qui rentraient dans cette sensibilité, justement cette perception primaire, cette extrasensibilité du vivant, parce que justement, il est allé bien au-delà des plantes. Sa plante, ça c'est sûr, elle a passé absolument tous les tests et toutes les expériences possibles et imaginables, mais il est allé bien au-delà. Il est allé justement à faire des tests avec les œufs, les bactéries, ses propres cellules humaines, les leucocytes, etc. Alors, je vais vous en relater certains, mais comme je sais que j'ai pas beaucoup de temps, relater 40 ans de recherche en quelques minutes, c'est pas évident. Il a aussi mis, par exemple, sous électrode, il a mis un œuf qui était non fécondé, un œuf non fécondé. Et puis, il vaquait à ses occupations et il rentre dans son bureau et il y avait son chat qui était en train de dormir. Il adorait son chat. Et il prend son chat dans les bras. Le chat était un petit peu étonné parce qu'il s'y attendait pas du tout, il devait être dans ses rêves. Eh bien, l'œuf, au moment où il a pris le chat, a fait pareil, des oscillations très très fortes de stress, tout simplement parce qu'il a capturé en fait le stress du chat. Donc on voit un œuf non fécondé avec l'activité d'un chat. Et ça, c'est une des milliers de tout ce qu'il a fait. Donc je vais essayer de vous en parler de certaines, mais bon, un yaourt avec une carcasse de poulet. C'est-à-dire, il sort la carcasse du poulet du frigidaire pour préparer le repas de son chat. Le yaourt était sous électrode. On sait bien, un yaourt, ça a des bactéries, très bonnes bactéries d'ailleurs pour nous. Et au moment où il sort la carcasse, on est dans le sud des États-Unis, la chaleur réveille les bactéries, commencent en plus à triturer pour prendre tous les morceaux de poulet pour faire le repas de son chat. Donc, il visualise que toute la partie du poulet va finir dans l'estomac du chat. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Le yaourt se met en stress. Donc, capacité des bactéries du yaourt de communiquer avec les bactéries du poulet. C'est quand même absolument hallucinant, cette communication que tout le vivant a. C'est juste... moi, je trouve ça juste merveilleux de voir cette capacité. Alors, vous dites, mais mince, on ne va plus pouvoir manger parce que tout est réactif. Mince. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Tout simplement parce que il a fait d'autres tests. De fait, il avait mis sa plante sous électrode, puis il se fait un sandwich. Et ben ouais, la plante, elle a capté que la salade allait être mangée. Et elle a, voilà, stress. Sauf que, et c'est là où on va rejoindre encore les grands enseignements des peuples premiers, il s'est rendu compte que quand la salade, justement, mais tout ce qu'on pouvait avoir de vivant dans son assiette, eh bien, quand on avait soit des rituels qu'on remerciait, donc on entrait nous-mêmes en communication de cœur à cœur avec ce vivant dans notre assiette, eh bien, il n'y avait strictement aucun stress capté par la plante. Donc ça expliquerait aussi pourquoi dans tous les rites, que ce soit les peuples premiers qui ont toujours des rituels vis-à-vis de tout ce qui est vivant et qu'ils vont manger, que même chez les chrétiens, de bénir, chez les bouddhistes, etc., ça a son utilité. C'est qu'en fait, il y a cette forme de don en fait, du vivant et qui s'offre à nous et qui n'est plus en stress. Donc pensez à remercier votre nourriture dans votre assiette, surtout quand il est vivant et pas cuit.
Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Il y a tellement de choses. Les leucocytes, ça c'est génial. Ses propres leucocytes. Il se prélève des leucocytes dans la bouche, il les met sous électrode, et il prend un cutter et il va pour se couper. Les leucocytes. Donc les leucocytes sont en totale communication avec le reste de ses cellules. Donc. Et puis ensuite il se dit, bon, son but c'était d'essayer de voir, mais ça fonctionne comment? Est-ce que c'est les ondes électromagnétiques? Est-ce que c'est des signaux chimiques? Est-ce que la distance joue? Donc c'est pour ça qu'il a fait des milliers et des milliers d'expériences pour essayer toujours de valider le périmètre d'intervention. La prochaine. Alors la prochaine, c'est les leucocytes du fameux O'Leary, qui était, c'est toujours avec ses copains qui fait plein de trucs. Donc lui, il était de la NASA, c'est un des astronautes qui est de la NASA. Et alors lui, pareil, il lui prélève des leucocytes, il les met sous électrode, et là carrément, il lui dit maintenant, tu pars à l'autre bout des États-Unis, il le met dans un avion pour voir si la distance va jouer. Donc non seulement il l'envoie très loin, mais en plus il va faire deuxième chose, il va prendre ses leucocytes et il les met en cage de Faraday, en se disant, on va voir si c'est les champs électromagnétiques. Eh ben idem, notre brave O'Leary a manqué de son avion, donc stress, je vous dis pas l'état des leucocytes, et ensuite il arrive à destination et il trouve rien de mieux d'aller regarder un film sur la guerre du Vietnam. Je ne vous dis pas l'état de stress et je ne vous dis pas l'état des leucocytes. Donc on voit bien que c'est complètement que ça ne dépend pas des champs électromagnétiques puisqu'on était en cage de Faraday et que ça ne dépend pas de la distance. Donc là on tombe dans vraiment du quantique, c'est-à-dire de l'instantanéité, quelle que soit la distance et qui ne passe pas par du champ électromagnétique. Voilà. La prochaine, next one, dear. Alors, justement, les constats, j'en arrive. Et alors, il y a beaucoup plus, mais je n'ai pas le temps de tout vous raconter. Je vous parle juste certains constats, sinon je vais me faire tirer les oreilles si je passe trop de temps. On voit que le vivant donc, est complètement interconnecté, c'est cette fameuse toile sacrée du vivant, comme j'aime l'appeler, mais qu'elle perçoit votre intention, mais pas forcément l'action. La plante, elle a été en stress au moment où il a eu l'envie réelle de brûler la feuille, mais pas quand il l'a fait. Et il a fait d'autres expériences, il a fait semblant. Et ben ça marche pas. Ça marche pas. C'est ça qui est fou, c'est que le vivant a une capacité de percevoir votre intention. C'est quand même fou. Nous, les êtres humains, on a bien du mal à percevoir l'intention d'autrui. Ben, le vivant sait bien mieux le faire que nous. C'est pour ça que je trouve perception primaire, il ne faut pas le traduire en basique, c'est au contraire extrêmement fin et affûté. Voilà, alors ensuite, next one. Le vivant rentre en résonance avec son environnement, ça on l'a vu, très large, et là dans le livre vous verrez c'est très très large. Ah non, t'es allé trop vite. Ah bon, oui, on revient à la 2, bon tant pis, t'es allé... Oui, ah oui, alors celui-là très intéressant, c'est qu'il y a une perte temporaire de sensibilité. C'est-à-dire, quand par exemple il a voulu aller brûler la feuille, elle n'a pas bougé quand il l'a fait réellement. C'est-à-dire que la plante, elle a la capacité, et tout le vivant, parce qu'il l'a fait sur d'autres biais, enfin sur d'autres éléments vivants, c'est-à-dire que comme pour se protéger, le plus important c'est quand elle capte qu'elle va avoir du mal. Une fois que le mal arrive, elle se met en insensibilité comme pour se protéger. Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Hein. Voilà. Next one. La plante est territoriale. Alors, j'ai mis affectivement, mais on essaye de ne pas avoir de vision anthropocentrée. On est dans un champ informationnel. Le vivant capte des informations très fines, très larges, comme on a pu en parler. Mais est-ce que ce sont des émotions? C'est pour ça que nous, on n'a pas vraiment aimé quand Trey Daniel a voulu traduire par intelligence émotionnelle. Émotionnel, c'est déjà avoir un jugement sur ce qui se passe. Il y a de l'information à foison qui circule dans le vivant. Voilà, est-ce que ce sont des émotions? C'est de l'information de l'ordre du stress positif ou négatif, mais voilà. Mais néanmoins, elle a un champ territorial. Pourquoi? Parce que la plante, elle a capté toutes les informations liées aux chats, aux œufs, tout ce qui était dans l'entourage de Clive. Mais par contre, quand il y a eu une personne qui s'est fait écraser dans la rue, en bas de son bureau, elle n'a pas bougé. Donc,
il y a quelque chose autour du périmètre. Les études seront certainement à être augmentées parce qu'il y a quand même quelque chose autour de la personne qui soigne cette plante, son soignant, hein, mais je vous dis, le passant, il n'a rien eu, enfin ça n'a rien fait à la plante. Par contre, si Clive est à l'autre bout des États-Unis et qu'il lui arrive quoi que ce soit, la plante est sous stress. Donc c'est super simple de savoir ce qui se passe chez Clive. Vous regardez sa plante, il peut être à l'autre bout des États-Unis, et là vous savez qu'il a quelque chose qui se passe chez lui. Voilà. Oui, prochaine. Alors, il entre en résonance avec son environnement et avec toutes les formes de vie microscopiques, on l'a vu, c'est les yaourts, c'est tout ce que vous voulez. Également, une autre qui me vient à l'esprit, il y avait 2 yaourts, et un yaourt sous électrode, le deuxième, il va mettre de la pénicilline. Le premier yaourt est complètement en effervescence. Voilà. Alors, encore, next one. Alors, les signaux, là, c'est exactement l'expérience des leucocytes. Comme il est parti très loin avec les leucocytes qui étaient dans le cage de Faraday, on voit que ça n'a strictement pas arrêté la biocommunication. Next one. Alors, le pouvoir d'observation réelle, et bien là, c'est ce que je vous disais, donc c'est vraiment la qualité intentionnelle qui est super, super importante. Voilà. Et grande difficulté de la répétabilité, puisqu'on a un biais d'observation. En fonction de celui qui va faire l'expérience et de son intention, s'il arrive sceptique, la plante ne va pas du tout avoir les mêmes réactions. C'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de difficultés à avoir des protocoles expérimentaux reproductibles, et vous savez qu'en science, quand c'est pas reproductible, ça n'existe pas. Donc ça a été la grande difficulté, parce qu'on n'était pas encore avec des connaissances en sciences quantiques comme aujourd'hui à connaître le biais de l'observateur, si bien qu'il a eu énormément de mal à faire reconnaître ses expériences. C'est pour ça que je vous ai quand même mis en bas Mario Bourgard, qui est une des personnes qui a considérablement travaillé justement à essayer de faire comprendre à la science matérialiste qu'il faut qu'on change de paradigme scientifique et qu'on passe dans un manifeste pour une science post-matérialiste qui va permettre de prendre en considération tous ces effets. C'est-à-dire que l'intention de l'observateur est très importante. Ça a été aussi les difficultés de Benveniste et de toute la mémoire de l'eau et autres, parce qu'on se retrouve toujours avec ces mêmes difficultés d'observation. Voilà, et on va continuer. Et puis celui qui la maltraite, elle s'en souvient. Et là, on va continuer. Là, il y a une petite vidéo, si on veut bien la voir. C'était la petite vidéo que je voulais vous montrer. Elle va partir toute seule. Si, elle part. Voilà. Je vais vous la commenter en même temps. Donc, école de polygraphe, et là, bon, c'est pas Clive, mais enfin, ils l'ont reproduit. Ils mettent la plante, le Dracena, sous les électrodes, et vous allez voir, elle est connectée à un oscilloscope, donc la même chose que le traceur, hein, et on coupe la salade. Et bien, regardez. Elle aime pas du tout. Elle aime pas du tout. Deuxième expérience, on met un Dracena sous électrodes, et la deuxième, c'est une vraie expérience qu'il a fait, hein, Clive. Dans l'expérience, il y en a 6, enfin là il y en a 5, elles vont toutes avoir une consigne vis-à-vis de la plante. Tout avoir quelque chose. Donc pour certains, ça va être de l'observer, d'autres de lui dire je t'aime, et puis il y en a un, c'est de la tuer. Et bien vous allez voir. Donc ils vont passer, et puis lui, il passe à l'action. Ça, c'est pas sympa du tout. C'est pas sympa du tout. Et qu'est-ce qu'elle va faire, l'autre? Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On fait repasser les gens devant la plante témoin. Donc lui, il a été sympa. Eh ben, elle est sympa, elle dit rien à voir. Le deuxième, idem. Et voilà celui-là. Et bien, regardez la plante. Elle a tout à fait reconnu celui qui avait tué sa copine. Voilà, donc ça c'est la fin. Et ben, je vais vous faire juste une anecdote.
Vous voulez me faire discuter? Non, ça va? L'anecdote, mais j'ai encore l'histoire de ma plante, mais bon. Oui, alors après. Alors l'anecdote, elle est vraie, elle est véridique. Il y a eu un meurtre en Grande-Bretagne d'une femme, et c'était chez elle. Et la seule chose qu'il y avait dans le salon où elle est morte, c'était une plante. On était dans les études de Cliff Baxter, qui était quand même assez connu. Il a défrayé la chronique dans les années 80. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement la même chose que là. Ils avaient une dizaine de suspects. Et ils ont passé les suspects devant la plante et l'oscilloscope. Et la plante a réagi par rapport à un suspect. Sauf que, à l'époque, la loi ne permettait pas d'inculper une personne avec la réaction d'une plante. C'est dommage, c'est ballot. Bon. Alors, quelques années après, les techniques médico-légales ont changé, etc. Ils ont fait des recherches ADN et ils ont repassé les suspects. Et devinez celui qui est sorti. Celui que la plante avait trouvé. Voilà. Donc, elles sont infaillibles, les plantes. Hein. Elles ont vraiment cette capacité à se remémorer celui qui lui a fait du mal, mais aussi celui, on va pouvoir avancer, parce que je vais en sauter un petit peu, celui qui lui fait du bien. Et là, je vais avoir une belle histoire, avec un témoin avec moi. C'est celui de ma propre plante, que vous aurez de relater dans un des livres qui est paru l'arbre, justement. Eh bien, ma plante, là, on va pouvoir passer. Comme Mathieu vous l'a dit, donc moi, j'ai fait partie d'une association parce que comme j'avais justement fait la promotion de tous les travaux de Baxter, des émissions, de radio, etc., l'association TAX, The Animal Alliance Channel, qui avait pour vocation de mettre en lumière la communication interespèce, ce que l'on a vu là, c'est de la communication interespèce, hein, microbes, machin, enfin, c'est de la communication, vraiment. Donc, on vient me chercher pour faire partie de cette association, et moi, j'étais plus que ravie de me dire, oui, tiens, justement, les travaux vont servir à mettre en lumière, une fois de plus, la toile sacrée du vivant, combien nous ne sommes qu'un. Et il me émet l'idée de créer ce fameux grand colloque à la Maison de la Radio, Dialogue avec l'animal et le vivant, les 6 et 7 octobre 2018. Et évidemment, qu'est-ce que je fais? J'anime la table ronde sur le végétal, évidemment, hein, mon dada, avec Michel Choquet, qui est donc l'ami de Cliff Baxter, et notre ami Ernst, vous reconnaissez. Tout se passe bien, parfaitement, je rentre chez moi le soir, et là, en rentrant, je sens quelque chose au vrai sens du terme, mais je savais que il ne fallait pas que j'aille là où était la source de mon intuition, parce que le lendemain, j'avais encore à animer. Quand vous avez un colloque bien costaud, vous ne pouvez pas vous permettre de vous prendre un star émotionnel qui va, comme Clive, changer votre vie, en tout cas être très important. Donc je n'y vais pas. Je finis le colloque et le 7 au soir, j'y vais. Et là, quand je rentre dans l'appartement, j'avais plus aucun doute. Je file vers ma plante. Et là, qu'est-ce que je vois? On peut, si tu veux, avancer. Donc là, c'est la fin du colloque. Hop. Et là, qu'est-ce que je vois? Ma plante avait fait une fleur de 50 cm. Et là, vous dites, mince, on est au mois d'octobre, normalement, elle me fait une plante au mois d'août. Enfin, une fleur au mois d'août. Et en plus, elles ne sont jamais aussi grandes. Donc là, je réalise ce qui s'est passé. C'est qu'elle a commencé à fleurir au moment où j'étais sur scène. Et je le sais parce que pour ouvrir tout ça, elle a besoin de 2 jours. Et le dimanche soir et le lundi matin, elle avait tout fini. Donc ça voulait dire qu'elle avait commencé à la seconde où j'étais sur l'estrade en train de parler justement de cette communication des plantes. Et alors c'est pas terminé l'histoire, c'est que là je réalise qu'il y a eu quelque chose, mais mes amis me disent « Mais Béné, il faut que tu ailles investiguer, il y a un truc là derrière ». Je vais sur internet, je regarde, non seulement je réalise que c'était un Dracena, le même que celui de Baxter, j'avais jamais réalisé que j'avais un Dracena en face de moi, et pourtant Dieu sait que je l'aime, ma plante. Mais en plus, je regarde sa fiche technique du Dracena, plante tropicale, qui ne fleurit jamais en pot, mais simplement en pleine terre. Je dis, alors là, il y a un truc. Parce que vous savez quand est-ce qu'elle a commencé à me faire sa première fleur? Août
2014. Si vous vous rappelez le premier slide, non, il n'y avait pas de slide à l'époque. Il n'y a pas de slide, mais je vous ai dit, il y a un Cluedo. Rappelez-vous de cette date, c'est exactement le mois où le livre est sorti. Donc, depuis tous les ans à date anniversaire, en août, elle me faisait une fleur. Mais moi, je n'en ai rien vu. Rien vu du tout. Il a fallu cet événement-là pour que je réalise que là, non seulement elle m'en avait fait une au mois d'août, mais elle m'en refaisait une à date sur le podium en train de parler justement de l'importance d'avoir cette compréhension de notre audience au vivant. Donc, non seulement donc, les fleurs, normalement, elle n'en fait pas, merci, elle m'en faisait depuis 2014, mais en plus, dans sa fiche technique, c'est une plante qui ne dépasse rarement que les 1,20 m, 1,50 m. La mienne, elle fait plus de 4 mètres. Vous voyez, elle monte en haut, moi je suis à 3,50 m sous plafond, elle repart tout au long de la vitre et elle redescend. Donc si vous la mettez tout droit, elle a plus de 4 mètres. Donc là, vous vous dites, là quand même, cette plante, elle a été extrêmement reconnaissante, j'avais rien vu, et grâce en fait à cet événement, j'ai pu connecter comment dire en anglais, connecting the dots, comprendre et avoir un eureka dans ma tête que véritablement le vivant, il reconnaît ceux qui le maltraitent, mais il est d'une prolifération et d'une abondance pour ceux qui les aiment, c'est absolument incroyable. Bon, on parle souvent des doigts verts et autres, c'est ça aussi, c'est quand vous avez vraiment une relation de bienveillance avec le vivant, il vous le rend, vraiment, au centuple. Voilà, donc on va terminer, j'ai presque terminé, comme ça je ne me ferai pas taper sur les doigts. La fin, c'est que Clive a eu beaucoup de difficultés, pour les raisons que je vous ai exposées, de faire reconnaître ses expériences. Il a été très raillé. Maintenant, tout est en train de repartir, parce qu'il y a des jeunes qui sont doctorants sur ces recherches. Vous allez trouver beaucoup de choses sur Internet, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il en a souffert. Il reconnaissait de toutes les façons que ça ne lui appartenait pas, que c'était juste qu'on était trop, on va dire, bouchés, pour parler poliment, parce que les peuples premiers, ils captaient ça sans aucune difficulté, mais nous, rationnels, on avait beaucoup de mal, et il disait tout le temps, j'ai une alliée merveilleuse, c'est Mère Nature. Voilà. Donc il a laissé un héritage quand même assez important, qui a été repris, on peut aller encore au suivant, qui a été repris par le Earthmas Institute, qui a lancé un projet, le Tree Research Project. Alors, je ne vous mettrai pas la vidéo parce qu'elle fait 4 minutes, donc je me ferai disputer. Mais vous pourrez la voir, qui reprend beaucoup de ce qu'on a vu, qui va au-delà. Donc, en fait, ils ont eux-mêmes, le Earthmas Institute, a développé des petits devices, des petits instruments pour essayer de capturer l'activité électrique des arbres, essayer de voir s'ils communiquent, par quel type, champ, électromagnétique, pas électromagnétique, à quoi ils réagissent, est-ce que c'est combien d'espèces, est-ce que c'est aux êtres humains, à leurs émotions, etc., etc. Donc en fait, c'est les études de Clive, mais en beaucoup plus large. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé.